J'ai commencé à m'intéresser au champ de recherche des écologies visuelles et plus largement des études environnementales après ma thèse qui portait sur l'exploration spatiale habitée et l'entraînement des astronautes. À l'époque, j'avais pas trop d'intérêt pour cette thématique, mais je m'intéressais à l'échelle micro-sociale, on va dire, de la discipline des corps des astronautes et comment cette discipline, c'est-à-dire les savoir-faire techniques et les équipements utilisés au quotidien, était liée plus largement à l'approche au territoire dans l'exploration spatiale, comment on envisage les, les corps célestes et plus largement la question des cosmologies occidentales versus autres formes de cosmologie indigène, par exemple, nord-américaine. Et après cette recherche, je me suis retrouvée pour un tas de raisons différentes à travailler avec des plongeurs. Donc j'ai développé une pratique de la plongée moi-même. Et les plongeurs en plongée récréative évoquent souvent combien, de la même manière qu'un astronaute verrait pour la première fois la Terre vue de l'espace, aurait cette prise de conscience écologique. Les plongeurs évoquent souvent une certaine sensibilité qui se développe avec la pratique de la plongée vis-à-vis des écosystèmes marins, du fait d'avoir accès à cet écosystème et de voir un écosystème qui est complètement invisible depuis la surface. Et combien ça développe une certaine sensibilité, en tout cas relative. Et donc j'ai développé ce projet de recherche et à l'époque, je développais également une pratique filmique. J'ai commencé à faire des documentaires il y a quelques années. Et au fil de ma pratique du documentaire assez conventionnel, j'ai commencé à développer plutôt une pratique de film expérimental, d'essais vidéo, à travailler avec le son aussi, essayer de développer des méthodes uniquement sonores et à réfléchir comment cette centralité du son permet de prendre une certaine distance critique avec la centralité du visible et de la visibilité en Occident. Combien les images servent de preuve, supposément. Du coup, aussi de me distancier critiquement de cet usage des images. Et c'est donc par différentes raisons, différents facteurs et différents intérêts que je me suis retrouvée à faire ce que je fais actuellement, ce qui est essentiellement films expérimentaux sous l'eau. J'utilise des techniques analogiques, notamment Super 8 pour le film. Et c'est de cette manière, par cette pratique, que donc j'ai un intérêt pour écologie visuelle en tant que champ de recherche, mais également en termes de comment la pratique de production des images est liée à un impact environnemental ou à la relationnalité que l'on a avec ce qu'on appelle le non-humain ou le plus qu'humain, more than human en anglais. Et par exemple, quel est l'impact écologique de réaliser un tournage sous-marin, l'impact écologique d'amener ce matériel sous l'eau, par exemple, les gestes qui sont associés à un tournage, tels que les gestes que l'on aurait en plongée récréative également, et le lien entre production des images et commercialisation ou exploitation du non-humain. Donc c'est un peu une idée du patchwork qui m'a amenée à travailler sur cette thématique. Elle se manifeste essentiellement dans l'expérimentation des techniques d'imagerie. J'ai notamment développé cet intérêt pour le film argentique, parce que les techniques analogiques ont ce rapport relativement évident à la matérialité de la production des images, la matérialité du stockage des images, la matérialité du développement des images qui se
qui se perd de vue ou qui devient relativement immatériel avec le digital. Par exemple, le fait d'avoir un stockage plus ou moins illimité, ou en tout cas de vastes quantités avec une carte mémoire qui permet d'enchaîner la production des images, ce qui n'est pas le cas quand on tourne avec une caméra en 8 mm ou Super 8, où on sait qu'une pellicule de film fait à peu près 3 minutes. C'est un rapport à la production des images qui est du coup très différent, qui doit être planifié, relativement rationalisé, qui est risqué également, puisqu'on ne sait jamais très bien ce qui va arriver à la pellicule de film, surtout quand on fait du tournage sous l'eau. Pour un des premiers projets que j'ai réalisé, qui est une série de performances qui s'appelle Nautica, parce que j'utilise la caméra, un modèle de caméra qui s'appelle EMIG Nautica, de la marque EMIG, qui a été développée fin des années 70 comme la première caméra waterproof sans avoir besoin d'un caisson étanche. Et ce que j'ai réalisé pour ces projets, c'était d'expérimenter les limites techniques de cette caméra, notamment en ouvrant le compartiment du film sous l'eau et pour laisser l'eau s'imprégner et marquer le film et in fine détruire progressivement le système d'imagerie de la caméra. Et donc c'était un exemple d'expérimentation technique que j'ai fait. Également un projet que j'ai réalisé avec une caméra thermique. Les caméras thermiques qui ne sont pas supposées être utilisées sous l'eau, puisque les capteurs infrarouges sont inutilisables avec l'eau, par définition. Et j'étais intéressée par, de la même manière, tester les limites, faire sortir l'appareil, la caméra, du cadre de fonctionnalité dans lequel il a été initialement développé, pour construire une réflexion sur le rapport entre les images et rapport colonial à l'environnement. Pour tous ces projets, j'étais notamment inspirée par différents cadres théoriques et par exemple l'étude que fait Donna Haraway, donc théoricienne féministe des sciences assez célèbre, qui a écrit dans les années 80 un article sur le rapport entre photographie et taxidermie, où elle explique comment la prise de photographie telle que développée dans des activités telles que, par exemple, safari photographique, développe un rapport de violence symbolique au non-humain qui est assez similaire, en fait, qui rend similaire la caméra au fusil. La caméra serait un descendant du fusil, une version plus civilisée en apparence, mais qui détient ce même rapport d'exploitation et de violence qui, même s'il n'est plus physique, on ne tue plus l'animal, mais on prend son image, et elle explique comment ce rapport est très similaire. Et j'ai développé une réflexion autour de ces questions via ces expérimentations avec les limites techniques de différents types de caméras. Et donc c'est vraiment par cette pratique filmique et cette expérimentation avec différentes caméras argentiques ou différentes technologies qui ne sont pas supposées aller sous l'eau, comme le cas de la caméra thermique, qui me permet d'explorer ces questions. Absolument, j'évoquais la matérialité des techniques analogiques ou argentiques. Cette matérialité rend plus concret, pour moi en tout cas, l'impact écologique de la prise d'image. On a la production des matériaux qui composent la caméra elle-même, l'électronique. On a les produits qu'on utilise pour le développement du film. Tout ça a une matérialité qui est évidente, encore une fois en tout cas pour moi, contrairement à le rapport beaucoup plus dématérialisé que je peux avoir avec le film digital, où le stockage par exemple des images a un impact écologique, mais auquel on ne pense pas forcément parce qu'il est immatériel. Et j'ai besoin de ce rapport tactile à la pratique également,
Et les techniques analogiques permettent également beaucoup plus d'expérimentation, en tout cas pour moi, en termes de savoir-faire. Par exemple, on peut, selon les produits qu'on utilise pour le développement du film, on peut altérer les images. Donc j'ai un rapport vraiment de pratique artisanale, d'une certaine manière, la pratique filmique. Et c'est une question à la fois des répercussions environnementales et comment dire, de l'échelle des pratiques ou des marges d'expérimentation que je peux avoir avec ce médium. Et de manière générale, je m'intéresse beaucoup, comme je l'ai évoqué, aux limites techniques des outils que j'utilise. Et très souvent, j'utilise des outils ou des méthodes dont je connais les limites, dont je sais que ces limites poseront problème pour la production d'un film. Et c'est ce rapport aux difficultés techniques et aux incertitudes et aux failles qui m'intéresse. J'utilise beaucoup un autre auteur, Jack Halberstam, qui est un théoricien en histoire de l'art queer, qui a développé une théorie très intéressante de ce qu'il appelle queer failure, donc l'échec comme pratique queer. Et Jack Halberstam s'inspire beaucoup d'un autre auteur que j'aime, qui m'a toujours énormément inspiré, qui est Michel Foucault, et qui parle il utilise ce terme de savoir subjugué pour des types de savoir, des formes de connaître le monde et également d'enseigner, qui sortent des cadres dominants. Il utilise ce terme pour toute pratique de connaissance qui est marginalisée, qui est rendue illégitime pour des tas de raisons. Par exemple, utiliser un cadre théorique qui n'est pas légitime parce que pas reconnu comme étant sérieux ou rigoureux suffisamment. Et ce rapport à l'échec et à utiliser des outils ou des méthodes qui ne sont pas forcément reconnues comme légitimes m'intéresse énormément. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai par exemple beaucoup utilisé le format Super 8, parce que c'est le seul format de film argentique qui n'a jamais été considéré pour un usage professionnel. Il a toujours été développé dans un contexte de films populaires, c'est-à-dire des gens du grand public pour faire des films de vacances, ce genre de pratique. Et parce que justement, il n'a jamais été considéré comme un format de film professionnel, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'utiliser, justement, parce que ça fait écho pour moi à cette approche de favoriser des pratiques ou des formes de savoir ou des formes de connaître qui sont marginalisées.